Bien, donc nous avons le quorum, hein, nous allons pouvoir commencer le conseil municipal. Toujours une première information, donc on n'a pas le PV du dernier conseil municipal, il n'a pas encore été validé, pas tout à fait terminé. On a effectivement depuis quelque temps énormément de travail, donc il n'y aura pas de conseil municipal en juillet ni en août, en raison effectivement des congés d'été d'un peu tout le monde, y compris les responsables de service et des élus. Donc ce sera en septembre, la date n'est pas encore arrêtée. Ok. Donc si vous voulez bien, on va commencer, on va prendre plutôt la deuxième délibération. J'ai une remarque à faire sur le précédent conseil municipal. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quel moment le PV d'un conseil municipal est disponible sur le site internet de la commune? À quel moment il est disponible? De quel moment? Dès l'instant où il est validé. Donc justement, sauf erreur de notre part, je pense que le PV du conseil municipal de mars, PV rapport au budget, n'a pas été mis aux voix pour adoption, conformément à ce que l'article 12. Je sais pas. Moi je le sais. Si vous le dites, c'est que ça doit être vrai, monsieur Monteau. Du fait de l'enregistrement de la séance qui est disponible sur le site de la commune. D'accord. On entend la validation, l'approbation du conseil municipal. Ok. Je sais pas. Madame la DGS va vérifier. Pour vous dire, en fait, j'ai posé une question au moment de l'approbation, et suite à la réponse que vous avez donnée, on est passé tout de suite aux premières délibérations sans voter l'approbation. Non, il n'y a pas eu d'approbation de données, sauf erreur de ma part, j'ai dit on prend acte ou quelque chose comme ça, non? Prend acte. Pour le PV de celui de mars, il n'y a pas eu d'approbation. D'accord. Donc je propose, si c'est possible, que ce soit fait aujourd'hui. Pas aujourd'hui, parce qu'on ne l'a pas sous les yeux, le PV, donc voilà, on fera la prochaine fois. S'il n'a pas été fait, on fera la prochaine fois. Excusez-moi si ça n'a pas été fait. Je pense que c'est très important. Oui, non, mais excusez-nous, si vous savez, on vit à un rythme effectivement plus, hein, depuis des mois maintenant. Et voilà, tout le monde est. Ça veut dire qu'il peut pas, s'il n'est pas approuvé, il ne peut pas être sur le site internet. En théorie, pour qu'il soit sur le site, il faut qu'il soit approuvé. Donc c'est l'enregistrement vocal qui est? Non, les deux. Les deux? Vocal, puisque finalement c'est la retranscription du débat public. Ouais, non, mais on pourrait aussi dire qu'il faut attendre que enfin bref. Non, c'est s'il n'a pas été validé, mais honnêtement, là, faut qu'on vérifie, oui, tout à fait. Si, en principe, il est sur le site que dès l'instant il est validé, oui, c'est la règle. Hein, oui. Ok, on va voir ça. On essaiera que ça ne se reproduise pas la prochaine fois. Oui, alors, je voulais parler donc effectivement de Monsieur Aftim. Donc c'est la deuxième délibération en fait. Hein. Donc démission d'un conseiller municipal. Monsieur le maire informe l'Assemblée que par lettre reçue le 7 juin 2021, Monsieur Armel Mort, conseiller municipal, a adressé sa démission de ses fonctions de conseiller municipal à Monsieur le maire, d'accord. Donc, conformément à l'article L2121.4 du CGCT, l'information a été transmise à Monsieur le préfet d'Ille-et-Vilaine. Conformément à la réglementation article L2122.9 du Code général des collectivités territoriales, dans des communes de 3500 habitants et plus, où s'applique le scrutin de liste, le remplaçant d'un conseiller municipal est effectué par appel au suivant de la liste. Donc le suivant, c'est Monsieur Nabi Aftim. Vous avez accepté donc D'accord. Donc on va pouvoir cocher effectivement présent, puisque maintenant vous êtes, dès que ça va être validé, du moins que tout le monde prend acte, le conseil municipal, donc merci Monsieur Aftim, prend acte de l'installation de Nabi Aftim au sein de ce conseil municipal et de la modification du tableau du conseil municipal. Voilà, donc maintenant, bienvenue dans le groupe, vous faites partie des effectifs. Vous voulez dire quelque chose peut-être, monsieur? Non? D'accord, très bien. Je voulais dire, lorsque vous avez reçu M. Nabi Aftim, il a pu rencontrer les agents communaux et visiter la mairie.
Monsieur le maire, nous vous demandons, nous élus d'opposition, de pouvoir rencontrer aussi les agents communaux et nous présenter les services, ce qui aurait peut-être évité l'intervention de Jean-Louis Dubreuil tout à l'heure, d'autant plus que ça fait plus d'1 an maintenant que le nouveau conseil municipal est installé. Et je profite de cette délibération pour confirmer que Nabi Aftim a intégré notre groupe politique Éco-Construisons Vezin. Et je rappelle que j'en suis le président de ce groupe. Merci. Alors écoutez, c'est vrai je suis tout à fait favorable, bien sûr. Il faut quand même remettre un petit peu tout ça dans le contexte, hein. On n'a pas pu se réunir, on se réunit en conseil effectivement avec un protocole sanitaire qui est parfois sévère. Il y a toute une période où il y avait un confinement, les gens étaient en télétravail, sauf les espaces verts, mais le premier confinement, il y avait très très peu de personnes des espaces verts qui étaient sur le terrain. Donc c'est une situation effectivement qui n'est pas favorable à ce genre d'échange. Comme je l'ai déjà dit, en théorie, chaque année, donc, il y a, au moment des vœux, hein, à peu près, fin décembre ou début janvier, on fait une espèce de petite fête, hein, c'est-à-dire un repas, puis une animation, entre les élus et les agents, justement, ce qui permet de discuter, de mieux se connaître et tout ça. Bon, on n'a pas pu la faire, bien entendu, puisqu'on ne pouvait pas se réunir. Donc, c'est pas qu'on veut pas que vous connaissiez, bien entendu, les agents, hein, c'est pas le but, mais il s'avère qu'il y a effectivement toutes ces contraintes qui sont arrivées. Bon, aujourd'hui ça va mieux, mais là il y a effectivement les congés qui démarrent. Mais effectivement, on verra bien entendu à la rentrée au mois de septembre ou autre à organiser ça sans aucun problème. Ouais. Tout à fait. C'est vrai qu'on s'implique le plus possible dans les commissions consultatives et on ne connaît pas bien le fonctionnement de la ça nous manque. Ah non, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. On va organiser ça. Vous savez, vous êtes parmi notre groupe, c'est pareil, hein, au niveau de la majorité. Il y a effectivement des élus qui participeront, même chose, hein, à des réunions avec les responsables de service et les agents, quoi. Donc à partir de là, on va réfléchir comment organiser ça avec Madame la DGS. Et ce serait plutôt effectivement peut-être après, pas avant la deuxième quinzaine de septembre, parce que la rentrée ça va être très chaud et que le forum des assos et tout ce qui va se mettre en place. Mais ouais, aucun problème. Ouais. Peut-être en octobre, je sais pas, on verra. Merci. Donc, l'installation de Monsieur Aftim donc, est réglée. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté cet engagement citoyen. Donc, si vous voulez, on va passer effectivement donc, à ce qui était la première des délibérations, à savoir le rapport de la Chambre régionale des comptes concernant le chauffage urbain. Je ne sais pas pourquoi c'est moi, mais enfin c'est pas grave, je vais le présenter quand même. Donc Monsieur le maire informe que par courrier du 19 mars 2021, Madame la présidente de la Chambre régionale des comptes de Bretagne a communiqué à Madame la présidente le rapport d'observation définitive du contrôle de Rennes Métropole pour sa compétence chauffage urbain durant les exercices 2015 et suivants. Conformément à l'article L243-14 du Code des juridictions financières, ce rapport d'observation définitive a fait l'objet d'une communication à l'Assemblée métropolitaine le 28 janvier dernier. Il est maintenant communiqué à l'ensemble des communes membres de Rennes Métropole afin que chaque maire le soumette à son tour à son conseil municipal. Alors comme vous le savez, donc, auparavant, le réseau de chaleur était une compétence communale hein, jusqu'en 2015. Donc ça a démarré, je crois, en 2005, sauf erreur de ma part. Et en 2015, donc, ça a basculé sur Rennes Métropole. Structure, bien entendu, beaucoup plus importante, et pour cause que la commune de Vezin. Donc avant, c'était géré par les services techniques, et on avait mandaté un cabinet pour aider la commune, hein, parce qu'effectivement, on n'a pas obligatoirement toutes ces compétences. Je vois à Rennes Métropole, je crois qu'il y a un bureau de 4 personnes, dont à peu près 2 ingénieurs sur 3, sauf en de ma part. Donc c'est vraiment une compétence très spécifique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le rapport, là, les 111 pages du rapport. Non? D'accord. Vous avez eu tort, c'est passionnant. Je vais quand même vous dire, donc, globalement, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Depuis l'arrivée de Rennes Métropole, il y a une remise à plat un petit peu des tarifs, hein, puisque à l'origine, donc, c'est un réseau qui aurait dû démarrer
d'à peu près 2 ans après sa création. Et donc, à savoir, fallait que les logements, puisque au début c'était surtout des logements sociaux qui ont été construits le long de l'avenue des Champs-Bleus, donc les logements étaient raccordés donc à ce réseau. Il s'avère qu'il y a eu un retard assez important au niveau de la construction et le démarrage de la zone, si bien que les investissements réalisés par la Somex, qui est toujours gérante de ces non, plus propriétaire, puisque c'est Rennes Métropole qui a racheté. Effectivement, a eu un déficit, hein, et pour essayer de réduire ce déficit, il y a eu des augmentations de tarifs qui étaient faites. À savoir, ils intégraient dans leur prix du kilowattheure l'investissement, mais un investissement qui était sur une période plus courte. Je crois qu'à l'origine c'était 30 ans, et ils ont dû donc l'amortir sur 25 ans, ce qui fait que ça pesait un peu plus lourd au niveau des factures, et bien sûr le coût de la consommation, à savoir une partie chaleur bois, hein, puisque pour que le chaleur bois puisse être utilisé, il faut qu'il y ait un volume assez important, effectivement, de gens à se chauffer, hein, sinon ça fonctionne pas, puisqu'il faut que le bois brûle dans de bonnes conditions avec une forte chaleur. Et il y a un relais qui est fait avec un système de gaz, en fait, hein. On passe au chauffage à gaz, même l'été actuellement, qu'il y a quand même pas mal, y compris la collectivité de Vezin d'ailleurs, pour beaucoup de bâtiments qui sont connectés. Il y a des instants effectivement où l'été, ou du moins il fait moins froid, hein, il y a un basculement donc sur le gaz, quoi. Ça c'est techniquement, je peux pas, si ce n'est vous expliquer qu'au-dessous d'une certaine chaleur et d'un certain rendement, ça fonctionne pas très bien, avec des risques de pollution de l'air. Donc c'est la règle, hein, voilà, c'est comme ça. Bref, toujours est-il que Rennes Métropole, donc qui a bien sûr des moyens différents, comme je vous l'expliquais, a revu les tarifs à la baisse. Si vous voulez, je vais juste vous lire la partie financière, parce qu'au niveau effectivement de ce qui est technique, bon, si ça vous intéresse, je l'ai là, je pourrais éventuellement vous le passer si quelqu'un veut le voir, puis vous me le rendrez après. Donc c'est à la page 63, donc il parle de tarifs élevés sur le réseau de Vezin-le-Coquet, et plus encore sur celui de Charles-de-Bretagne. On dirait que Charles-de-Bretagne, ça ne nous intéresse pas trop, mais c'est traité dans les mêmes paragraphes. Donc une chaleur onéreuse sur la ZAC des Champs-Bleus, et encore davantage sur la ZAC des Portes de la Seiche. Sur le réseau de Vezin-le-Coquet, c'est donc dans le rapport de la Chambre des comptes, hein, Chambre régionale des comptes. Le prix du mégawatt-heure s'est monté à 90,1 euros hors taxe en moyenne sur la période 2013-2018, mais en diminution continue depuis 2014. En 2018, il s'est établi à 87,5 euros, ce qui le place à un niveau supérieur d'un quart à la moyenne nationale de 2017, soit à 70,3 euros. Taxe toujours, hein. Toutefois, l'écart est moindre par rapport aux autres petits réseaux, moins de 10 000 MWh livrés par an, sur lequel le prix moyen est de 78,8 euros. Donc vous voyez, on passe de 87,5 à 70,3, et dans ce cas pour les petits réseaux à 78,8, aboutissant à une différence de 11%. Bon, Charles-de-Bretagne, je passe. Les facteurs d'explication à cette tarification onéreuse. Les tarifs se situent à un niveau élevé, c'est à Vezin-le-Coquet, et plus encore à Charles-de-Bretagne. Cependant, il est observé dans le schéma directeur que ces deux réseaux desservent des bâtiments aux performances énergétiques élevées. Sur la base de ce constat, il est conclu que la facture d'un logement sur le réseau de Vezin-le-Coquet reste compétitive. Néanmoins, le fait que les abonnés ont déjà payé pour occuper ou acquérir un bâtiment aux performances énergétiques élevées, en premier lieu, ne doit pas être occulté. Le caractère particulièrement onéreux de la chaleur sur les réseaux de Charles-de-Bretagne et de Vezin-le-Coquet est associé à un facteur notable, une densité thermique faible. À Charles-de-Bretagne, la densité thermique s'établissait à 0,46 MWh mètre linéaire en 2017 et reste basse en 2018 malgré un doublement avec 1,09 MWh mètre linéaire, des termes techniques, soit un niveau inférieur au seuil de rentabilité du CEREMA. Donc voir supra, c'est encore une annexe qui est jointe. Alors à Vezin-le-Coquet, la densité dépasse de peu ce seuil de 1,5 MWh mètre linéaire avec 2,1 en 2018. De plus, l'étude d'amorce sur le prix de vente de la chaleur indique que les réseaux d'une densité thermique inférieure à 2 MWh mètre linéaire ont un prix moyen de 82,2 euros par an en 2017.
soit nettement plus que la moyenne de 70,3. Cette faible densité est à relier à la performance énergétique des bâtiments raccordés qui sont faiblement consommateurs en raison de leur haute performance énergétique. Alors c'est vrai qu'il y avait aussi une certaine période justement, compte tenu que les habitations devenaient de plus en plus performantes au niveau énergétique, et voir effectivement des habitations qui étaient, on appelle ça, à très faible consommation, passive, c'est ça, excusez-moi, je cherchais le terme, et donc ça devenait de moins en moins intéressant de créer justement des raccordements sur ce type de bâtiment, puisqu'il y avait juste de l'eau chaude en fait qui était fournie, enfin, passive ou quasi passive. Donc ceci a été revu un petit peu en fonction de bâtiments un peu plus importants, et on arrive maintenant donc à une situation au niveau tarifaire ou autre qui reste un peu plus proche de la moyenne, quoi. C'est une baisse assez significative. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi, je vous parlais tout à l'heure de l'incidence de l'investissement sur le prix donc kilowattheure du réseau. Et il y a donc eu des raccordements de fait quand même au niveau de bâtiments, donc plus de logements, même s'ils étaient relativement peu énergivores, à participer donc à cet investissement dans leur facture. Et au niveau des bâtiments publics, il y a l'EHPAD, il y a effectivement le Tempo, il y a la mairie, il y a les écoles, je dois en oublier sans doute, l'ancienne médiathèque, pardon. La MAC. La MAC, ouais. La mairie, oui, tout à fait. Ça, j'ai dit ça. Il y en a qui supportent. Je vois qui c'est. Donc, tout ceci pour expliquer que finalement, un petit peu ce qu'a décidé Rennes Métropole, c'est de continuer quand même à faire des extensions de réseau pour qu'il y ait de plus en plus, même si la rentabilité est peut-être moins importante que sur d'autres bâtiments, ça permet de mutualiser plus les tarifs, quoi. Donc, autrement, j'ai rien vu d'exceptionnel à vous dire sur le rapport, mais vous l'avez en ligne d'ailleurs, si vous voulez le regarder, vous pourrez poser des questions plus tard, quoi. Donc le but de... Oui. Il y a une extension actuellement, vous savez, sur le... Non, c'était juste pour compléter sur ce réseau chaleur que la Sogex actuellement développe son réseau sur les Champs Bleus. Vous avez actuellement des tranchées sur l'île de Saint, notamment la rue des Glénans, notamment. Donc, ce qui peut poser problème d'ailleurs aujourd'hui dans la circulation des véhicules sur ce passage un petit peu aujourd'hui, quoi. Mais bon, tout ce que sera fait pour que la circulation soit au mieux. Voilà, donc pour le secteur 4, effectivement, on aura un développement de réseau chaleur Sogex, effectivement, notamment pour les collectifs. Merci Pierrick. Donc si vous voulez bien, il est proposé au membre du conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes concernant la gestion du chauffage urbain par Rennes Métropole pour les exercices 2015 et suivants. Donc voilà, je vous propose de prendre acte, puisqu'il n'y a pas de délibération à prendre. Merci. On va passer à la prochaine. C'est Bouchrac qui va venir présenter. J'ai étalé un peu, si tu veux. Tu veux que je le mette là? Ouais. Okay. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit des subventions des établissements extérieurs. Donc, je vais lire l'exposé. Dans le cadre de son soutien aux établissements extérieurs qui accueillent de jeunes Vézinois en formation et notamment en apprentissage, la commune attribue des subventions. Lors de la commission Affaires scolaires, enfance et jeunesse du 13 janvier 2021,
une demande de subvention concernant... Ouais. Une demande de subvention concernant la scolarité d'un jeune Vezinois a obtenu un avis favorable. Il s'agit d'une demande de subvention de centre de formation et d'apprentis Le Mans-Sarthe à hauteur de 100 €. Ainsi, la répartition suivante des subventions relatives aux activités scolaires est proposée au conseil municipal. Vous avez le tableau avec un comparatif avec les crédits accordés l'année dernière en 2020. Donc, dans le détail, au niveau des activités scolaires, donc il y a la classe découverte, école maternelle avec Tabarly, donc là pas de projet, 0 €. Classe transplantée, école élémentaire avec Tabarly, 0 € parce que le projet a été annulé pour cause de Covid, comme l'année dernière. Classe transplantée en école Notre-Dame, pardon. Donc là, il n'y a pas eu de projet de proposer, donc 0 €. DDE-EN, le délégué de l'éducation nationale, donc il n'y a plus de délégué à l'école Eric Tabarly, donc 0 €. Au niveau des établissements extérieurs, centre de formation d'apprentis de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Côtes d'Armor, pas de demande, 0 €. Ce qui nous concerne aujourd'hui, le centre de formation d'apprentis Le Mans, Sarthe, 100 €. L'école d'Iwan, Bro-Oisanne, pas de demande, 0 €. Maison familiale rurale de Govan, 0 €, pas de demande. Donc ce qui fait un total de 100 €. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à verser cette subvention à l'établissement précité. Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Unanimité, merci. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Oui, c'est plutôt pour savoir, pour comprendre. En fait, les subventions. Les subventions sont données en fait à la demande des établissements. Qu'en fait, c'est ça, quoi. C'est pas vous, enfin, c'est pas la commune ou les parents en fait qui disent bah tiens mon enfant s'en va dans telle école à un moment donné et donc il y aura une attribution de subvention, quoi. Non, non, c'est les établissements extérieurs qui reviennent vers nous parce qu'ils savent qu'il y a un élève qui est vezinois, qui est dans leur établissement. Donc ils demandent, alors parfois ils précisent vraiment un montant et parfois c'est une participation de la commune. Et tous les établissements en question, ils sont au courant en fait qu'on attribue une subvention comme ça pour qu'ils viennent de la chercher, quoi, en fait. C'est ce qui se fait en fait, à partir du moment où ils ont des élèves voilà, d'autres communes, ils reviennent vers les communes pour demander une aide en fait, une participation. Ça se fait, c'est ce qui se fait généralement. Le vote étant fait, donc on va pas revenir dessus. Donc on va passer à la délibération suivante. Alors c'est quelle délibération ici? On a le coût de fonctionnement, j'imagine. Répartition des charges de fonctionnement, oui. Je vais vous lire la délib et puis je vais donner quelques éléments pour mieux comprendre par la suite. En vertu de l'article 212.8 du Code de l'éducation, lorsque les écoles maternelles et élémentaires d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Les dépenses à répartir sont les seules dépenses de fonctionnement, l'entretien des locaux, les frais de chauffage, eau, gaz, électricité, téléphone, rémunération des agents et services, assistant des enseignants et des agents chargés du nettoyage des locaux, fourniture scolaire collective. Ces paramètres ont été intégrés dans la convention établie fin 2017 avec l'école Notre-Dame et l'OJEC. Compte tenu de ces éléments, calculés par rapport au compte administratif et suite à l'avis favorable de la commission Affaires scolaires enfance, réunie le 9 juin 2021, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur les montants suivants. Donc pour l'année 2021, le coût élève maternel, 1032,88 €.
Dans le détail, en fonctionnement, 990,68 €. En fourniture scolaire collective, 42,20 €. Pour le coût élève élémentaire, 287,21 €. En fonctionnement, 245,01 €. En fourniture scolaire collective, 42,20 €. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une légère baisse au niveau du coût élève par rapport à l'année dernière. Donc, quelques éléments qui peuvent expliquer cette baisse. Pas de piscine au CP CE1 à l'école élémentaire Tabarly, ce qui représente quand même à peu près 3 000 € par rapport à l'année dernière. Également, une baisse de la consommation en électricité, par exemple, car moins d'élèves en classe à cause du confinement. Donc ça peut être aussi un élément. Même si, bon, de l'autre côté, on a quand même une consommation en eau potable, en eau et en produits d'entretien qui a augmenté avec le protocole sanitaire. Donc les enseignants, les élèves et les agents ont dû utiliser pas mal d'eau pendant cette période-là. Mais on constate quand même une baisse du coût élève. Également, un autre élément, une augmentation des effectifs au groupe scolaire Tabarly, à peu près 20 élèves. Et là aussi, ça peut avoir une incidence sur le coût élève, une baisse, parce qu'on divise les dépenses sur les effectifs, donc ça baisse le coût élève. Donc voilà quelques éléments qui peuvent expliquer cette baisse. Il est proposé au conseil municipal de valider les crédits tels que proposés ci-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Unanimité, merci. Et il en reste une, normalement? Oui, règlement intérieur. Je vais regarder bien. Tu l'as derrière. Les règlements intérieurs des structures. Les règlements intérieurs des structures péri- et extrascolaires. La municipalité de Vezin-le-Coquet organise des temps périscolaires et extrascolaires et considère ces temps comme participant pleinement à l'épanouissement de l'enfant. L'objectif est de promouvoir un environnement éducatif bienveillant et serein qui réunisse les conditions propices à l'échange, l'ouverture, la curiosité et la confiance. Il apparaît nécessaire de s'appuyer sur un règlement intérieur par structure pour encadrer le fonctionnement de chaque entité. Les modalités d'inscription, le règlement des factures, ils devront être validés par les familles avant toute inscription. Donc vous avez reçu avec l'invitation les règlements intérieurs. Donc là, il s'agit plutôt plus de modifications sur la forme que sur le fond. Il a été fait un travail sur la mise en page, sur les codes couleurs pour les différents temps périscolaires qui soient homogènes également. À dire également que ces règlements intérieurs ont été votés déjà en 2017. On a fait également une modification au niveau de la facturation. On souhaite la fin des envois des factures papier aux familles. Et voilà, ils pourront retrouver leurs factures sur le portail famille. Mais on n'est pas non plus fermé à donner les documents papier pour les familles qui les demandent et qui ne peuvent pas avoir accès à Internet, par exemple. Donc voilà le changement qui a été fait. Est-ce que vous avez des questions sur ces règlements? Après l'avis favorable de la Commission Affaires scolaires, Enfance et Jeunesse du 9 juin 2021, il est proposé au Conseil municipal de valider ces règlements. Oui, oui, oui. Donc, est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Donc, unanimité, je vous remercie. En fait, c'était la dernière délibération du conseil municipal. Je voulais vous donner quelques informations, notamment les décisions qui ont été prises par dérogation.
Donc, communication des décisions prises en matière de délivrance et reprise des concessions. Donc, vous oubliez effectivement un peu le nom. Hein. Normalement, c'est confidentiel, donc il ne faut pas citer les noms à l'extérieur. Donc, numéro d'ordre 754, date d'achat 20 avril 2021. Donc, c'est un carré avec le rang, la référence 14. Donc, ces quatre décisions donc, concernent le cimetière. Hein. Donc, l'ordre 755, 29 avril 2021. Donc c'est pareil, toujours un carré. Alors le rang, je vois pas très bien ici, mais je sais pas si c'est important. C'était la tombe 14 tout à l'heure, là je crois que c'est la 7, la 13 la suivante, donc ordre 756 du 17 mai 2021. Et enfin la dernière, je ne dis pas volontairement les noms hein, puisque c'est enregistré, donc le tombe 3, donc le 757 du 26 mai 2021. Voilà, donc en matière de délivrance et reprise de concession. Je ne sais pas s'il y a autre chose, peut-être. Non, il n'y a plus rien. Ok. Donc, avec ça, en fait, hein, donc, oui. Autrement, je voulais vous parler du chemin vicinal communal 4, le VC4. Vous avez reçu, comme je pense tout le monde, hein, tous les élus ont reçu un email hein, de l'association effectivement des riverains de la Métrie, contestant effectivement un petit peu l'ultimatum qui avait été donné. Alors je voudrais refaire rapidement donc un petit tour d'horizon hein, par rapport à cette situation. Donc ça concerne en fait, c'est un dossier territoire hein, qui concernait le début de la première phase du secteur 4 des Champs Bleus. C'est un secteur 4 qui se trouve effectivement au sud de ce qui se passe actuellement. Et les camions par rapport à la viabilisation des terrains, donc ce sont des poids lourds effectivement très importants, hein, puisqu'ils font il y a à peu près 12 tonnes par essieu hein, au niveau de la réglementation. Et le but effectivement c'était d'éviter de faire passer trop de véhicules à l'intérieur donc du quartier des Champs Bleus hein, par rapport à la densité des habitations, aux enfants, etc. Et de les faire passer plutôt par cette rue La Métrie Salibar. Alors on a eu une réunion début juillet, hein, donc c'était ça, c'est une présentation de territoire, une réunion début juillet qui informait et qui était une réunion un petit peu de consultation avec les riverains, les informant de ce qui était prévu, à savoir renforcer la voirie hein, avec 9 cm de bitume, renforcer effectivement différents points qui étaient un petit peu stratégiques. Et alors bien sûr, c'est vrai qu'ils n'étaient pas contents, et ce que je peux comprendre, c'est vrai que si moi on me disait qu'il y a des gros véhicules qui ont passé à côté de chez moi, ça me ferait pas obligatoirement plaisir. Donc on a eu plusieurs réunions, ça s'est étalé sur un an. Après donc on a proposé donc un passage à l'allée sur effectivement cette rue Salibar, la Métrie Salibar, et au retour donc descendant quand même par le quartier des Champs Bleus au niveau de la rue de l'Île de Saint. On a aménagé effectivement une circulation en double sens très limitée, à savoir en bloquant entre Salibar et l'entrée de la propriété de la ferme de Monsieur Trubert. Donc là, à double voie, et ensuite uniquement donc une voie montante, hein, c'est-à-dire que ça limitait effectivement le nombre de véhicules. Et les véhicules passant effectivement par la rue Salibar-La Métrie et descendant par les Champs Bleus, par la rue de l'Île de Saint. Donc il y avait un sens interdit, sauf bien sûr pour les engins agricoles, hein, puisque effectivement M. Trubert habitant là, on ne voulait pas l'empêcher de travailler correctement. Ensuite, il y a des passages de politesse qui avaient été prévus. Tout ça, c'est au fil d'un certain nombre de réunions. Il y avait à la fin, donc, il faut savoir qu'en cours effectivement de négociation, cette association a déposé un référé préventif auprès du tribunal administratif. Donc à partir de là, il y a un expert qui a été nommé par le juge afin de faire justement des relevés, à savoir il a fait des relevés donc des habitations, je dirais à la fois par caméra, par photo, etc. Et le but étant que c'était un cliché à l'instant T
pour s'il y avait éventuellement des dégradations suite au passage des véhicules ou autre, il y avait cette preuve avec l'engagement bien entendu de remettre en état les dégradations qu'il pourrait y avoir. Donc ça convenait toujours pas. Alors ensuite, on a vu pour éviter des risques au niveau des piétons, de buser le fossé et d'installer donc un cheminement du haut jusqu'au bas de cette rue sur la partie gauche quand on descend, avec donc bitumé et avec des poteaux en bois, donc ce qui proposait quand même une sécurité assez importante. Il a été aussi, on s'est inquiété au niveau des écoulements des eaux pluviales, puisqu'il fallait bien entendu prévoir aussi des avaloirs pour les eaux pluviales, avec un réseau donc à améliorer ou parfois à créer. Donc ce chemin sécurisé dont je viens de vous parler. On s'est aussi écarté des maisons, puisqu'il y a des, je ne sais pas si vous connaissez sans doute, c'est la rue où il y avait des banderoles, il y en a toujours d'ailleurs, un peu contre ce projet, et on a décidé aussi de s'écarter de certaines maisons où le pignon arrivait, ou du moins un angle de la maison arrivait pratiquement sur le bord de la route, donc ce qui entraînait une déviation de la voie. Je suis en train de revoir parce que les créations de chicanes également, élargissement de la chaussée, on a fallu supprimer deux plateaux, donc de là il fallait créer des chicanes. Et donc à chaque fois donc on avait un petit peu des soucis parce que je vous lis pas tout parce qu'il y en a 3 pages, parce que le projet donc ne convenait pas, en fait il convenait jamais. Il s'est avéré que la dernière fois donc j'ai clairement dit que on ne pourrait pas continuer comme ça, puisque derrière il y avait la commercialisation donc de ce fameux début de secteur 4 des Champs Bleus. Il y a des gens qui attendent, ça fait déjà 1 an de retard qui actuellement. Ce sont des gens qui attendent effectivement de pouvoir acheter, donc de réaliser les acquisitions qu'ils voulaient faire et la construction de leur maison. Donc 1 an de perdu. Au niveau du budget, donc on avait prévu, c'était prévu au départ 170 000 €, maintenant on est arrivé à 350 000 €. Donc j'ai prévenu qu'on n'irait pas plus loin. Enfin moi, je le dis moi, la mairie, mais il y avait également donc nos 2 autres partenaires, à savoir Rennes Métropole, puisque Rennes Métropole au niveau de la voirie, on a la compétence. Et également, bien entendu, territoire, puisque c'est avant tout territoire, donc qui est bien sûr, comme vous le savez, l'aménageur de la ZAC, et qui est le principal intéressé, dans le sens où ces travaux donc seront rentrés donc dans le budget de la ZAC, à savoir ça crée donc des dépenses supplémentaires. Et in fine, comme vous le savez, le budget de la ZAC, lorsque ce sera fini, en 2028 ou 2029, je ne sais pas trop, ce sera soit équilibré, soit il y aura un déficit, soit il y aura effectivement ce que je souhaite, un bénéfice. Donc voilà où on en était, et j'ai effectivement envoyé un courrier, donc comme c'était un peu pressé, parce que derrière il y a des entreprises de BTP qui attendent, il est évident que ça a été repoussé déjà plusieurs fois. Ces gens-là ont bien sûr leur planning de travaux, et on ne peut pas comme ça indéfiniment donc repousser les travaux. Donc j'avais envoyé, comme eux l'avaient fait avec le référé préventif, donc qui était quelque chose de formel. Donc j'avais envoyé un courrier au nom des 3 partenaires demandant à recevoir donc un engagement, en fait, un engagement formel, comme quoi les travaux qu'on allait faire leur convenaient et qu'on pourrait effectivement commencer à travailler justement et surtout à lancer les travaux, et avec effectivement, je dirais, ce qu'ils ont pris comme un ultimatum, et c'était surtout un ultimatum vis-à-vis des entreprises de BTP, puisque ça devait se faire assez rapidement, et il fallait qu'il y ait une décision de prise très vite, sinon ces gens allaient travailler dans d'autres chantiers, et ça repoussait d'autant. Alors quand je dis autant, ça va effectivement entre 7 mois et 8 mois encore de retard, quoi. Donc suite à ça, on en a rediscuté, donc pas plus tard que cet après-midi, avec les différents services de Rennes Métropole et Territoire, et nous bien sûr au niveau de la commune, et
il n'y a pas de décision véritable qui est prise, mais on s'oriente plutôt pour abandonner ce projet-là, quoi. C'est une orientation, c'est pas encore définitif, mais abandonner parce qu'on peut pas la commercialisation, compte tenu que ça semblait s'arranger, a commencé, hein, c'est-à-dire que les gens commencent maintenant à prendre rendez-vous, à mettre des options sur les terrains. On ne peut pas leur dire aujourd'hui, ben, écoutez, votre terrain, vous l'aurez dans un an, quoi. Donc on s'oriente vers cette voie-là, à savoir, ben, tant pis, faire passer effectivement les véhicules, comme ça se fait encore maintenant de temps en temps, puisqu'on voit passer des évacuations de terre, notamment par des véhicules qui sont assez importants. Il doit rester à peu près au niveau donc, de la viabilisation et des gros véhicules, environ 200 camions. Et ça va s'étaler sur... ben, y aura une coupure bien sûr au mois d'août, donc ça va s'étaler sur à peu près 7-8 semaines, quoi, ce passage, donc sur 5 jours. Voilà où l'on en est. Alors par contre, il est bien évident que Territoire ne va pas réaliser les travaux si du moins on confirme cette décision, hein, qui n'est pas encore prise. Mais si on abandonne, effectivement, bah, Territoire ne va pas engager 350 000 € de frais, puisque de toute façon il n'en aura pas le droit, puisque là c'était justifié par des aménagements ZAC. Et par contre, on maintiendrait donc le sens interdit dans le haut de la rue, donc entre Salibar et l'intersection donc de la ferme de Monsieur Trubel. Donc voilà au niveau de ce fameux VC4, hein, qui a fait couler pas mal d'encre. Donc il y a eu, on a dépensé beaucoup d'énergie, les différents services, hein, qui ont travaillé sur ce dossier. On a vraiment essayé, je pense, de sécuriser au maximum en comprenant, hein, que c'est une gêne, hein, c'est sûr. Mais malheureusement, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a trop d'enjeux derrière par rapport justement aux acquéreurs. Et à un moment, il faut dire ben, stop, hein, si on ne peut pas trouver effectivement un terrain d'entente et des engagements quand même, hein, à savoir que le cheminement ne soit pas fait et qu'après il y a encore un petit problème qui arrive, quoi, hein. Donc c'est un peu le risque qu'il y a toujours, hein, dans des opérations comme ça. Donc voilà les informations que je voulais vous donner sur ce secteur. Donc à l'origine c'était vraiment un problème purement territoire, hein, puisque c'est eux qui ont la gestion. Et comme il y avait des problèmes parfois un petit peu de communication, hein, j'avais décidé de jouer un peu le médiateur, mais malheureusement le médiateur, ben, ça n'a pas abouti comme je le souhaitais, quoi. Donc ça, c'était une des informations que je voulais vous donner. Je voulais vous parler également des élections. Bon, bah, comme vous le savez, ça s'est bien passé. Ça demandait, je parle de l'organisation, hein, donc ça demandait énormément de travail au service, hein, disons, et au service administratif, et au service logistique, et à la préparation, avec le service population, avec... bien sûr la DGS, pour trouver quand même une solution au fait d'avoir en même temps, donc simultanément, 2 scrutins, avec 4 bureaux, avec beaucoup d'assesseurs. Je remercie d'ailleurs tous ceux dans la salle là, qui ont accepté de donner de leur temps quand même, hein, un temps citoyen, mais enfin je sais bien que j'ai 2 ou 3 exemples où c'était parfois deux périodes de 2h30, hein, c'est ce qui est quand même pas mal, et même certains ont fait 3 périodes de 2h30, donc plus les scrutateurs après, donc ça s'est terminé autour de 21h à peu près, les derniers chiffres. Donc là, je vous remercie. Malheureusement, c'est pas encore tout enfin malheureusement, bref, c'est pas nous qui décidons. C'est pas encore fini, hein, puisqu'il reste dimanche prochain. Alors ben je refais appel à vous, hein, ceux qui ne sont pas encore inscrits ou qui ont éventuellement du temps là où ils pensaient ne pas en avoir, ben de nous contacter ou d'aller sur le site, hein, pour indiquer les différentes périodes sur lesquelles vous seriez dispo. Autrement, qu'est-ce qui s'est passé? Le PCS, donc on a signé le plan communal de sécurité cet après-midi, de sauvegarde, pardon, merci. Je suis en train de chercher d'ailleurs, j'avais des docs, mais je ne sais pas où c'est passé. J'ai dû les perdre en route.
Donc c'est un dossier en fait assez important qui permet de prévoir tous les risques qu'il peut y avoir, que ce soit des risques liés à un accident éventuellement, un cas de matière dangereuse, inondation, la neige, la pollution, pourquoi pas un problème effectivement nucléaire, enfin bref. Donc tout est bien, je ne l'ai pas amené là parce que aussi c'est un gros dossier qui est un peu la Bible, hein, puisque tout est prévu hein, selon l'incident ou l'accident qui peut arriver. Il y a tout un tas de procédures qui sont mises en place et par rapport effectivement aux gens, aux élus, aux agents. Hein, donc je vous l'enverrai sous forme numérique, hein, je crois qu'on l'a, ou alors une partie seulement de ce qui peut être, à moins que vous ayez des fiches, madame, non? Vous l'avez ici? Ah d'accord, très bien. Excusez-moi. Merci. Donc voilà le plan communal de sauvegarde. Donc un dossier à la gendarmerie, un autre à la préfecture, un troisième, je ne sais plus où il va. Pardon, à la Dréal, ouais. Et donc le quatrième, bien sûr, qui reste dans la commune. Donc ça prévoit effectivement la présentation de la commune avec ses différentes spécificités, les modalités de déclenchement du plan, schéma d'alerte des responsables communaux, les circuits d'alerte. Hein, par exemple, il y a une dizaine de fiches, et je vais vous en lire une ou deux autres si vous voulez, avec les risques d'inondation dû aux crues, à la neige, au verglas, à la tempête. Donc tout est bien prévu, qui intervient, quel est le rôle de chacun. Donc c'est intéressant, hein, et c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse une fois de temps en temps un peu des alertes hein, pour voir si on est capable de réagir, notamment le temps demandé pour que chaque élu concerné puisse se déplacer et arriver à la mairie. Donc il y a bien sûr un tas une échelle effectivement de risque, une échelle effectivement des modalités de déclenchement du plan, selon justement la nécessité d'alerter la population, de la soutenir, le nombre de victimes potentielles, nécessité de mise en place de certains services. Et il y a donc les schémas d'alerte, alors avec effectivement le maire qui est le DOS. Et donc les chargés de relations publiques hein, qui interviennent, par exemple, là ce qui est prévu, c'est ce qui est prévu, mais ça n'a pas encore été présenté. Hein, donc chargé des relations publiques, donc titulaire Alain Malingre, suppléant Clarisse Renou. Au niveau du secrétariat, donc Gisèle Hutto, Martine Kelloc. Le fameux oracle, hein, donc le responsable des actions communales, donc c'est le premier adjoint Paul Lemotte, avec en suppléant Auréline Kemeller, hein, qui appelle le responsable des entreprises, agriculture, donc il y a des numéros de téléphone, des emails, etc. Et responsable logistique, donc ce serait Bouchra El Asnaoui et Valérie Pereira. Et ensuite, donc, il y a tous les numéros de téléphone de tout le conseil municipal, en fait. Hein, il y aura une petite modif à faire pour ajouter Monsieur Aftim. Le PCC, donc le poste de commandement communal, donc avec bien entendu des endroits où on peut se réunir, où on peut accueillir les pompiers, les services de la préfecture, enfin, etc. Les actions du maire, actions du RAC, le responsable d'action communale. Tout est détaillé, donc le responsable, relations humaines, logistique, économie, donc contacter les entreprises. C'est quelque chose pour lequel on serait armé, à condition de mettre le nez dedans de temps en temps quand même, parce que sinon on va aller. Et il y a donc différents secteurs. Hein. Par exemple, il y a le secteur 02. Mais ça c'est pareil, hein, c'est des noms qui ont été mis, les gens ne sont même pas en courant, vous n'êtes pas au courant d'ailleurs. Hein. Responsable par exemple, quartier de la Vallée, ce serait Madame Duplaine et en supplément Mario Damota. Donc ça concerne effectivement toutes les rues Beethoven jusqu'au Champ Blanchet, la Malochet. Si on passe au circuit d'alerte, donc toujours La Rosée, rue de la Glétière, donc là ce serait Chantal Friquet et Jérémy Desté. On a essayé de cibler par rapport aux habitations des gens. Donc le secteur 04, Belle Épine, Le Moulin à Vent, Montagne, donc Laurence Caillard, Marie-France Lahaye. Secteur 05, Jean-Louis Duroy et Daniel Gobert, ce serait Boiré, quartier des littéraires. Donc,
Le 06, je crois qu'on en a, on en a 13 comme ça. Le 06, ce serait Fontaine-Saint-Main, rue des Genêts, rue du Stade, avec Madame Lecronier, responsable et suppléante Marie-Noël Gallet. Secteur 07, quartier des Fleurs, Marie-Noël Gallet, donc en responsable et suppléant Laurent Lepeur. Secteur 08, La Longueray, AP91, c'est le bout de la ZAC, hein, la première construction au niveau de la ZAC des Champs Bleus. Donc Laurent Lepeur, Antoine Boniface. Le 09, Daniel Gobert, Nicolas Kerner, la ZAC des Champs Bleus. Circuit d'alerte 10, donc c'est l'extérieur est et la ZAC des Champs Bleus, secteur 2, donc au nord. Alors il y a le nom des rues, etc. C'est très bien documenté. Mario Damota est suppléant de Charlène Boquet. Je vais continuer jusqu'au 13. Hein. Le 11, c'est la ZAC des Champs Bleus, secteur 2 sud et la rue de Quémenès, donc avec les différentes rues concernées. Il y a des plans aussi qui donnent les couleurs, etc. Donc responsable Charlène Boquet et suppléant Monsieur Haftim. Circuit d'alerte 12, ZAC des Champs Bleus, secteur 3, lieu dit Est, donc Fabienne Pochic et Denis Monteau. Et enfin le dernier, le 13, donc c'est extérieur ouest, Jérémy Desté et Chantal Friquet, donc c'est les Grands de Haye, Launay, Béraud, le Champ à Bas, la Haie de Terre, la Vallée, les Écotets, etc. Donc ça c'est... Donc il y a les risques recensés, donc il y a effectivement pas mal de pages avec les risques d'inondation dus aux crues, donc les messages d'alerte qui peuvent venir de la préfecture, aussi ce qu'on peut envoyer nous comme information donc à la gendarmerie et à la préf, donc les risques liés à la pluviométrie, neige, verglas, tempête, matières dangereuses, routes et voies ferrées. Canalisation d'alimentation de la ville de Rennes, par exemple, s'il y avait une rupture, transport de matières dangereuses, de conduite de gaz. Enfin, voilà, je ne vais pas tout faire parce qu'on va y être dans une heure, mais j'en ai déjà dit pas mal, avec différents plans. Et à chaque fois, donc, il y a une action qui est faite selon le schéma qu'on a vu tout à l'heure avec les fiches de déclenchement, les plans d'action. Par exemple, les gens chargés de la communication, ils vont avoir les coordonnées des radios locales, de la presse écrite, etc. quoi. Donc c'est un très gros... Il existait déjà avant, mais c'est plus qu'une mise à jour qui a été faite, là, puisqu'on a créé de nouveaux risques. Et par exemple, la pandémie, qui était aussi quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Donc le PCS, il y en aura donc un exemplaire à la mairie, et si quelqu'un veut le consulter, ce sera fait. Par rapport aux noms qui ont été mis, oui. Je pense que, tel que vous le dites, en fait, on a l'air d'être tous concernés finalement par ce PCS. Oui, on est tous concernés, oui. Il me semble qu'à minima, en fait, on devrait ou avoir une formation globale sur le contenu et savoir ce qu'on doit faire, parce que là, j'ai entendu mon nom, donc, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Et, ah ben ça, vous le saurez justement. Quelque part, c'est inquiétant parce que finalement, on ne saura pas répondre à la question. Quoi. Non, mais vous allez savoir, là, il a été arrêté aujourd'hui. Il fallait qu'on mette des noms, mais ce sont des propositions. Donc, c'est pas le volet que mon nom soit cité, c'est pas ça quoi. Ce que je veux dire, c'est que le document est important. Il engage la responsabilité de nous élus et la sécurité également des citoyens au sens large, puisqu'on est a priori organisateur ou au moins facilitateur en fait dans la gestion des risques. En début effectivement d'accident ou d'incident. Et ce que me semblerait indispensable, c'est qu'il y ait une formation qui soit donnée à l'ensemble des élus par rapport au rôle qu'ils ont à jouer par rapport à ce PCS, pour que chacun sache à quoi s'en tenir. C'est clairement documenté. Je ne dis pas le contraire. Clairement documenté. La formation, c'est là d'en parler et c'est bien, mais il faut non mais là, une formation de demi-journée pour dire comment ça se passe. je vous dis simplement qu'effectivement, il a été signé ce midi, c'est un plan communal de sauvegarde sur lequel on a travaillé déjà, on a eu chez le combien de réunions 5 ou 6 réunions, peut-être, ouais, je crois que c'est 6. Et on travaille sur les spécificités vezinoises. Et il arrive un moment où on dit, OK, bon, maintenant, au niveau des services techniques,
on va avoir telle et telle personne. Au niveau des élus, donc il y en a qui vont avoir des responsabilités plus importantes que d'autres, soit parce qu'ils sont disponibles, soit enfin bref. Et effectivement, après, chaque personne, puisque avant d'être avant d'être élu, on est citoyen, et on peut dire la même chose dans le sens contraire, et effectivement. Mais le plan communal de sauvegarde, chaque personne qui a été ici, vous serez envoyé sous forme numérique. Je pense, oui, il existe sous forme numérique. Et chaque personne qui est nommée là aura la possibilité de dire non, moi je veux pas pour telle ou telle raison, ou d'ailleurs de pas de raison, mais là, c'est simple. Hein. Parce que les fiches sont excessivement lisibles. Hein. Là, je vais pas vous en faire la lecture parce que c'est pas le but. Hein. Formation, je sais pas si c'est nécessaire parce que c'est excessivement précis. Ce qui est écrit ici, à mon humble avis, ne demande pas une formation. On pourra peut-être faire un exercice comme ça pour voir si ça fonctionne. Mais parce que les fiches sont très très claires. Hein. Il se passe, si vous voulez, si vous voulez. Non, mais ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous l'envoyer sous forme numérique. Je vais vous l'envoyer sous format. Voilà. Tout est justement listé. Je vous dis, on l'a signé cet après-midi. Donc c'est tout chaud. Hein. C'est vrai qu'on a énormément de réunions. Donc moi, je veux bien passer l'après-midi à le voir. Je pense que la première chose, on va vous l'envoyer sous forme numérique. Et puis, vous verrez. Puis après, on fera une réunion avec des commentaires et validation des noms ou pas. Donc, on trouvera un créneau. Bon, on y passera peut-être que 2 heures parce que si vous savez comment s'articuler. L'idée d'un exercice grandeur nature sur un plan comme ça me paraît incontournable. Si on veut voir la réactivité dans un cadre comme ça, savoir si on est capable. Et comment on mobilise les agents, les élus. En réaction. Le premier, effectivement, la première chose, c'est de voir combien de temps vont mettre les élus entre le moment où on les prévient. Et puis après, il y a des choses qu'on n'a pas encore affinées. Par exemple, pour prévenir la population, normalement, il faut un système. Alors maintenant, bien sûr, Internet, etc. Et on a un système aussi d'avoir avec on va changer de standard téléphonique prochainement. Là. Et ça offrira beaucoup plus de possibilités. Savoir téléphonique, on peut envoyer un message donc avec les nouvelles techniques à 500 personnes, à 1000 personnes, pour effectivement les informer. Donc il y a justement la communication, on en parlait tout à l'heure. Il y a effectivement tout un pavé sur la communication. Soit alors le truc classique, aller sonner, si c'est dans un quartier, prévenir les gens, mettre des barrières. Si c'est effectivement, pourquoi pas avoir une sorte de machin, là, comment ça s'appelle, vous voyez ce que je veux dire, qu'on a dans les manifs là. Et un mégaphone, voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc il y a un petit peu de matériel comme ça à acheter. Il y aura une espèce de petite mallette aussi spécifique avec une torche électrique, avec bien sûr des piles, avec des ciseaux, éventuellement un couteau, justement quelques éléments pris dans le dossier. Donc tout à fait. Mais là je vous dis, il fallait qu'on le fasse ce PCS, et c'est vrai qu'on peut. On peut pas le faire non plus à 30, c'est pas possible. Donc on a travaillé, il y avait un copil de 3 personnes, plus Monsieur Le Breton, puisqu'il fait partie de l'association qui a travaillé là-dessus, et 1 ou 2 autres personnes, plus Madame la DGS. Et voilà. Oh. Ah bon? Ah bon? Ah bah oui, bien sûr. Oui.
Alors, sur le comité consultatif des déchets, hein, donc on avait bien nommé d'ailleurs ici en conseil municipal des élus hein, pour pouvoir se joindre à ce conseil consultatif. Il a eu lieu pas samedi dernier, samedi d'avant. Et effectivement, je m'excuse, il y a eu un raté sur les invitations. C'était vraiment pas du tout voulu. Je pensais que quand les invitations avaient été envoyées aux citoyens, elles avaient été aussi envoyées à tous les élus. Et effectivement, bah, sauf moi, et c'est parce qu'on suivait le projet et qu'on avait mis la date. Bon, il s'est trouvé que ça n'a pas été envoyé. Donc vraiment, j'en suis désolée. Évidemment, vous faites partie du projet et je reste disponible pour qu'on puisse prendre un rendez-vous d'ailleurs pour pouvoir récapituler ce qui s'est passé afin de vous intégrer déjà à l'avancée première des travaux et vous allez recevoir une invitation pour les prochains conseils consultatifs sans faute. Ok, je vais continuer si vous voulez avec, vous avez sans doute entendu parler d'un projet qui aurait donc de bornes de chargement pour véhicules électriques. Donc c'est un projet, j'ai eu un contact avec une entreprise qui s'appelle NW Joule ou Joules. Je ne sais pas si vous voyez rue de Belle-Épine au pied de l'antenne, là, il y a une sorte de container entre guillemets, hein, pas très haut, mais qui est au sol. Hein. Et en fait, ce container-là est un système de batterie donc pour un accumulateur d'énergie. Et ce qui va être fait, c'est effectivement grâce à cet accumulateur, puisque ça sert aussi un petit peu de régulateur au niveau des réseaux, il y a donc une puissance électrique très importante. Et ce qui va être créé, ça va être 4 bornes de chargement pour les véhicules électriques. Des bornes, une borne PMR et 3 autres bornes classiques. Et ce sont des bornes qui sont la nouvelle génération de bornes qui rechargent très vite. Hein, savoir en 10 minutes, vous avez une autonomie 100 km. En un quart d'heure, vous êtes chargé à 80%. Et en 20 minutes, la batterie est chargée à 100%. Quoi. Donc, ça se situe, bien sûr, ça ne peut se situer qu'au pied de cette grande batterie, puisqu'on ne peut pas la décaler, bien entendu, elle prend son énergie là. C'est NW Joule là, travaille avec Enedis, bien entendu, hein, puisqu'ils sont dans le réseau. Ils travaillent avec la région, ils travaillent effectivement avec différentes structures. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre ça en place assez rapidement. Et ils m'ont promis que, d'une part, leurs tarifs sont à peu près 50% de moins chers que ce qui se passe ailleurs. Et on a un petit peu discuté et il envisagerait donc un tarif un peu préférentiel pour les Vézinois. Il n'y aurait pas de carte d'abonnement, ce serait effectivement des paiements avec tous les moyens de paiement possibles et imaginables, sauf les paiements liquides bien sûr. Donc ils veulent aller relativement vite et ils voudraient que ce soit installé à peu près autour de la mi-juillet, hein, puisqu'ils ont le foncier, ils ont effectivement les accords divers et variés d'Enedis. Alors il y a un problème qui reste à régler et qui est géré en fait par une métropole, c'est ce qui concerne la voirie bien entendu, hein, puisque il y a quand même des entrées, hein, il y a 4 places de véhicules, et il y a quand même des entrées de véhicules, et il ne faut pas bien entendu que les véhicules sortent en marche arrière sur la voie, bien entendu, parce qu'il y a danger. Donc il y a ce point-là qu'il faut qu'ils revoient. Et autrement, par rapport donc à la commune, donc on n'est pas engagé financièrement sur ce projet-là, ce qui est aussi intéressant. Donc c'est un service qui permettrait effectivement de satisfaire quand même une partie, surtout que ça demande, hein, si vous chargez 100 km, 10 minutes, même un quart d'heure, hein, ça passe relativement vite. Il ne faut pas mettre l'autoradio parce que ça décharge la batterie. Et voilà, on en est donc avec cette proposition là, qui en est d'ailleurs plus qu'une, hein, puisqu'ils ont la possibilité d'installer, puisqu'ils ont effectivement tout. Donc reste à gérer effectivement ce problème par rapport à la voirie, de trouver effectivement un système et d'avoir un parking. Hein. Dernièrement d'ailleurs, ils ont fait quelques sondages là. Il y avait une petite pelleteuse, je ne sais pas si vous êtes passé par là à ce moment-là, qui était au pied donc de ce fameux, la J-Box comme ils l'appellent, Joule-Box.
Voilà. Donc l'attente, moi je vous cache pas que je suis favorable parce qu'on a de plus en plus de questionnements au niveau de rechargement de bornes, enfin de véhicules électriques. Il y a de plus en plus de véhicules électriques, y compris dans la commune. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir un garage individuel où ils peuvent effectivement brancher et créer une prise spécifique. Il y a d'autres, comme vous le savez, dans la ZAC des Champs Bleus, il y a des parkings qui sont déportés. Et donc là, c'est plus compliqué parce que ça dépend du bailleur ou enfin bref, qui appartient au fameux parking. Et, y compris d'ailleurs des garages, des parkings souterrains, où parfois les bailleurs hésitent à lancer dans les grands parkings souterrains, mettre des systèmes comme ça, quoi. Donc c'est facile d'utilisation, d'après ce que j'ai compris, et je dirais que ça va dans le bon sens par rapport aux véhicules électriques, même si je suis qu'à moitié convaincu que l'électricité soit une énergie effectivement propre. Donc voilà, ça c'était plus une information, hein, puisqu'on n'a pas de décision vraiment à prendre. Donc autrement, même chose, il y a eu... Pardon? Oui. J'ai juste une demande par rapport à cette installation. Ils vont être dans l'obligation de goudronner une partie du terrain pour que les voitures accèdent. Est-ce que le zonage sur lequel est située cette implantation l'autorise? Écoute, ce sont les problèmes ça, de Rennes Métropole, hein, puisqu'il y a le service voirie de Rennes Métropole qui travaille avec eux. Je pense que s'ils valident, c'est que c'est bon, quoi. Donc, ouais. Moi, c'est pas un foncier communal, hein, donc bien sûr il y a les règles à respecter au niveau voirie, etc. Donc même prévoir éventuellement un cheminement si un jour on décide de faire une piste cyclable pour remonter toute la rue de la Belle Épine jusqu'à la départementale, il y a aussi cet aspect-là, quoi. Donc c'est complètement privé. C'est complètement privé, ouais. Mm. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc Métropole, bien sûr, est concernée, puisque c'est eux qui vont autoriser, hein, le projet. Donc autrement, on avait aussi une information concernant une antenne. Donc il y a eu des contacts il y a déjà 3 ans maintenant pour une antenne. Il y avait pour faire suite au constat de mauvaise qualité de réception et de couverture. Et SFR va engager des travaux sur l'antenne située zone des Trois Marches et va, conformément à la convention signée avec la commune en août 2018, procéder à l'installation d'un nouveau dispositif en bordure du complexe sportif. Donc à compter du mois d'août, ces travaux d'installation d'un pylône monotube seront étalés sur une durée de 3 mois, avec la mise en place d'un périmètre de sécurité. En fait, ils ont fait donc ils ont fait des analyses, et dans ce secteur-là, donc, il y a effectivement des problèmes de réception. Et après avoir cherché, donc, ils voulaient, dans un premier temps, installer ça sur le territoire communal. Donc on n'était pas totalement favorable. Et en fait, de toute façon, ils avaient toutes les autorisations pour le faire, sauf qu'il fallait qu'on soit d'accord. Donc ils ont décidé de contacter un propriétaire privé qui effectivement a accepté donc ce pylône. Donc en 2018, il y a une décision qui avait été prise pour accepter cette implantation, jugeant qu'elle était plus profitable que ce soit sur un terrain communal, afin qu'on puisse surveiller et suivre l'évolution du projet et l'implantation de cette antenne qui est 4G, c'est pas de la 5G, c'est 4G. Et donc voilà, et donc suite à ça, des travaux vont démarrer en principe au mois d'août, hein, je crois que ça devrait démarrer. Ouais. Donc c'est en fait une convention qui a été signée en août 2018 entre SFR et la commune. Voilà. C'est donc c'est tout en fait, hein, ce que je voulais vous dire ce soir. Donc je vais vous prévenir effectivement vous donner toutes les informations. Je crois pas que j'ai oublié quoi que ce soit. Vous avez des questions peut-être, questions diverses? Madame Lecronier, si vous voulez parler dans le micro, si vous voulez que non. Juste pour signaler que j'ai croisé une vipère sur le parcours santé. Le soir, il faisait très chaud. Ouais. Donc, est-ce que ce serait pas bon de mettre
petite pancarte pour signaler que on risque de les croiser ou de la croiser. On peut effectivement, c'est vrai que c'est une espèce protégée, donc on va pas leur faire la chasse. On peut mettre un petit panneau, effectivement, informant la population qu'il y a des risques de croiser. Si on tape bien des pieds, normalement, je cherche pas la bagarre, mais enfin, ça fait toujours un peu peur, quoi, c'est clair. Madame Bélanger signe, note, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Monsieur Dubreuil. On voulait savoir s'il n'y aurait pas une possibilité au cours peut-être du prochain conseil municipal en fait, d'avoir une présentation de l'avancement des projets qui sont en cours justement sur la Oui, commune, c'est prévu, ouais. restaurant scolaire, C'est prévu, tout à fait. les projets en fait au niveau du canton de l'église un petit peu, Ouais. ce qu'il en est, tant pour l'accompagnement des habitants que pour les travaux en eux-mêmes. Ouais, absolument. C'était prévu à la rentrée, là. Septembre, octobre, oui, tout à fait. On fera un point sur les travaux par rapport à ce qui était budgétisé sur le BP 2021. Ouais. Là aussi, peut-être pas sur celui de septembre parce qu'il y aura beaucoup de choses à voir, mais septembre, octobre, quoi, sans doute. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.